Léon XIV, c'est le nom du nouveau pape et pour la première fois de l'histoire, il est américain. Il s'agit du cardinal Robert Francis Prévost. Il succède donc à François, disparu le 21 avril, et devient le 260e pape. Il est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre à Rome il y a un peu plus d'une demi-heure et nous consacrons bien entendu la majeure partie de ce journal à ce moment d'histoire particulièrement important pour les 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Nous irons sur la place Saint-Pierre de Rome où des dizaines de milliers de fidèles célèbrent le nouveau pape, mais aussi à Washington, à Marseille ou encore sur le parvis de Notre-Dame. C'est une nouvelle page d'histoire qui s'écrit ce soir avec l'élection du premier pape d'origine américaine. Robert Francis Prévost, 69 ans, devient le 260e pape sous le nom de Léon XIV. Les 133 cardinaux réunis en conclave depuis un peu plus de 24 heures l'ont choisi au 4e tour de scrutin. La fumée blanche est apparue sur le toit de la chapelle Sixtine peu après 18 heures. Récit de Diane Schlinger, Raphaël Chapira et Lorenza Pensa. Quand il apparaît au balcon, peu connaissent son visage. Le nouveau pape salue la foule qui l'acclame déjà. Le cardinal Prévost devient Léon XIV et peine lui-même à cacher son émotion. Il est le premier pape américain. Un homme de terrain, missionnaire, et ses premiers mots sont pour appeler à la paix. Una pace disarmata e una pace disarmante, humble et persévérante. Elle nous vient de Dieu, qui nous aime de façon inconditionnelle. Il est 18h08 quand du toit de la chapelle Sixtine s'échappe la fumée blanche, comme une délivrance. Une clameur immense monte de la place Saint-Pierre. Entre explosion de joie et émotion. Ça y est, un pape a été élu. Et avant même de le connaître, ses fidèles le célèbrent déjà. Vive le pape! Je me sens heureux, tellement heureux. C'est un moment historique. Un nouveau pape, un nouveau pape! Certains attendaient depuis des heures sous le soleil pour ce moment et peinent à y croire. C'est une blague? C'est bien une fumée blanche, on a un pape. L'ambiance c'est fou, les gens ont sauté. Dès que la fumée est apparue, tout le monde a sauté, a crié de joie, applaudi, les larmes aux yeux. Voilà. Les cloches sonnent pour confirmer la nouvelle au monde entier et surtout aux 1,4 milliard de catholiques. À Rome, la foule afflue, se presse pour être aux premières loges. On est euphorique. Le monde courait, criait. On a eu beaucoup de chance, parce qu'on ne pensait pas que la fumée blanche tomberait aujourd'hui. On était à Piazza des Novana, on buvait un petit spritz, et là on a reçu l'info, et on a dit bon, on court alors jusqu'à là-bas. Il n'a fallu que 25 heures et 4 votes aux cardinaux pour élire ce 267e pape. Normalement c'est un bon pape, un pape où ils se sont décidés vite, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas si divisés que ça, c'est une bonne chose. Un consensus rapide, annoncé par un cardinal français à 19h13 au fameux balcon. Habemus papam. Il faudra quelques secondes à la foule pour réagir. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prévost. Car comme souvent, ce n'est pas un favori, mais un homme discret que les cardinaux ont choisi d'élire. Et on part tout de suite sur la place Saint-Pierre de Rome retrouver notre correspondante Raphaël Chapira. Raphaël, est-ce qu'il y a eu une sorte d'effet de surprise autour de vous en apprenant le choix du conclave ?
surprise immense, d'abord parce que certains s'étaient mis en condition d'un conclave un petit peu long. On l'avait un peu dit, que ça pouvait durer, que ces cardinaux ne se connaissaient pas, qu'ils étaient nombreux. Donc d'abord, il y a eu ce moment de sortie de la fumée incroyablement émouvant, une clameur incroyable. Et puis, lorsque son nom est apparu, bien sûr, son visage, bien sûr, une grande surprise. Il y avait des attentes de certains Italiens d'avoir un pape italien. Il y avait une liste de favoris, bien sûr, qui circulait. Et il y a eu non seulement une grande surprise, mais c'est surtout une immense joie. Une joie des catholiques venus ici du monde entier. Une joie de pouvoir assister à cet événement pour ceux qui ne sont pas forcément croyants. Et une joie de partager ce moment tous ensemble ici, place Saint-Pierre. C'est un moment incroyable, une grande surprise, une grande ferveur et une grande émotion. Merci Raphaël. Alors on a évidemment envie d'en savoir plus sur ce nouveau pape, quel est son parcours, quelles sont ses idées. C'était un proche collaborateur du pape François qu'il avait nommé cardinal, fait cardinal. Son portrait avec Benjamin Delombre. Le nouveau pape est un Américain de 69 ans, né d'une mère espagnole et d'un père franco-italien. Robertus Franciscus Cardinalis Prevost. Robert Francis Prévost, 267e pape de l'histoire, a choisi pour nom Léon XIV. Le nouveau souverain pontife fut un proche de François, dont il a soutenu les réformes. Un homme de confiance que l'ancien pape avait nommé à ses côtés, à un poste important il y a 2 ans. Je pense que ce n'est pas une coïncidence que le pape François m'ait choisi, parce que j'ai été un missionnaire toute ma vie. J'ai travaillé au Pérou, mais je suis aussi un Américain. Et je connais bien cette Église et les défis auxquels elle fait face. Partisan d'une Église plus ouverte et proche des fidèles, Léon XIV est considéré comme modéré, prudent sur les questions sociétales ou sexuelles. Cet homme timide, au sourire discret et qu'on dit très à l'écoute, ne faisait pas partie des favoris à la fonction de pape. Polyglotte, Léon XIV est selon les vaticanistes dans la droite ligne de l'Église multiculturelle et universelle, prônée ces dernières années par le pape François. Et on retourne place Saint-Pierre où se trouve Jean-Christophe Galeazzi qui se trouve au milieu des fidèles en joie. Oui, alors que la place Saint-Pierre est en train de se vider après l'apparition et la première prise de parole du pape Léon XIV, je suis avec 2 Français qui sont de passage à Rome. C'est Lucie et Colas. Bonsoir à tous les deux. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être là? Vous n'étiez pas là pour l'événement, vous avez d'autres motivations d'être là pour l'élection du nouveau pape. Alors, c'est beaucoup d'excitation. Nous, on était là en week-end, effectivement. On a déjà vécu une élection du pape précédent. Un ancien conclave et voilà, une décanonisation, etc. Mais revenir ici, on a appris, on était à l'exposition sur le Caravage et on a tout de suite pris le métro, on a senti le flux, voilà, c'est assez excitant. Et... Comme de vrais Romains. Exactement, tout de suite, voilà, les réflexes reviennent. Nicolas, qu'est-ce que ça vous fait, ce pape américain? C'est assez inattendu. J'avais un peu essayé de suivre les différents mouvements, mais celui-là, apparemment, c'était pas trop prévu. Donc c'est assez spécial aussi. Et puis pareil, comme disait Lucie, de pouvoir voir les gens courir dans la rue pour vraiment arriver à temps pour pouvoir le voir au balcon, c'est vrai que c'est spécial. Une sacrée ambiance, un pape qui parle d'amour, qui parle beaucoup de paix aussi, et on sait que le monde en a besoin. C'est quelque chose qui vous rejoint ? Effectivement, moi je crois beaucoup en la paix et en l'humanité, une sorte d'amour universel transcendantal, et je suis assez heureuse que ce soit un lecteur de Saint-Augustin. J'y vois vraiment un message d'espoir. Merci à tous les deux pour ce témoignage ici, place Saint-Pierre. On va attendre maintenant les prochaines prises de parole du pape, notamment demain, pour la messe dans la chapelle Sixtine avec les cardinaux qui l'ont donc élu aujourd'hui. Merci Jean-Christophe. Et à l'instant, la réaction sur les réseaux sociaux du président Emmanuel Macron. Il plaide pour que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance. En France, quelles sont les attentes des catholiques? Nous sommes allés à Rennes, à Montpellier et à Paris leur poser la question. Claire Vérove, Anaïs Sanquet avec nos bureaux en région. Jusqu'à Paris, l'annonce d'un nouveau pape a fait vibrer les cloches de Notre-Dame. Et à l'intérieur, les chœurs des catholiques français. On était dans la cathédrale, oui, tout le monde a applaudi.
Alors on a compris que c'était l'élection du pape. C'était assez rigolo en fait, parce que un peu de l'émotion. Moi j'étais avec ma cousine qui s'est mise à pleurer alors qu'elle n'est pas du tout catholique, voilà. Ils ont adapté, ils ont dit finalement on va changer de messe. Habemus Papam, on va changer de messe et on va accueillir cette bonne nouvelle. Voilà. Ils se sont mis rapidement d'accord sur un nom, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle je crois. 2 jours de suspense avant d'apprendre son identité. Un Américain né d'un père français, un bon signe pour ces jeunes croyants. C'est super, on a pu comprendre que c'est un semi-français, donc c'est sympa pour l'Hexagone. C'est une petite fierté, puis on l'attendait, donc on est content de voir ça. En plus, devant la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon, donc c'est un bon moment. Un nouveau pape qui met en avant la simplicité, cela touche ces catholiques lyonnais. Je suis très contente que ce soit lui, sachant qu'il est à peu près dans la même lignée des faveurs que le pape François voulait. Donc je trouve que c'est vraiment cool. À Rennes aussi, les fidèles espèrent voir en ce nouveau souverain pontife les qualités du pape François. Le peuple s'identifie toujours à son leader. Et voilà, et de voir que même la veille de son décès, il était là dans ce bain de foule, c'est impressionnant, quoi. Les premiers jours du nouveau pape seront très attendus par les millions de catholiques français. Et nous allons à Marseille où se trouve notre correspondante Noémie Dahan. Marseille où on croyait un peu aux chances de l'archevêque Jean-Marc Aveline. Noémie, il était cité dans la liste des favoris. Les Marseillais y croyaient, ils espéraient que Jean-Marc Aveline devienne le nouveau pape, lui qui avait été nommé archevêque en 2019, puis cardinal en 2022 par le pape François. Et nous avons vu beaucoup de fidèles venir ici devant la cathédrale de la Major pour prier juste avant l'annonce de l'Habemus Papam. Il faut dire que Monseigneur Aveline est très populaire ici à Marseille, car c'est lui qui avait réussi à convaincre le pape François de venir célébrer une grande messe populaire au stade Vélodrome. C'était en septembre 2023, donc tristesse et déception ce soir de ne pas voir cet orateur jovial et habile conciliateur devenir pape. Merci Noémie. Alors on commence à peine à faire connaissance avec Léon XIV. La personnalité du pape sera évidemment déterminante pour l'avenir de l'Église. Les chantiers qui l'attendent vont de la question des violences sexuelles à la place des femmes dans l'Église, en passant par les finances du Vatican. Odile Longval, Florence Crimon et Marion Huguet. En revêtant son habit blanc, le 267e pape endosse le poids d'immenses responsabilités à l'heure d'un tournant majeur pour l'Église et pour l'histoire. Il est d'abord garant de l'unité de l'Église, un guide pour 1,4 milliard de catholiques aux sensibilités variées. Le successeur de François devra rassembler pour mieux régner, avec des fidèles de plus en plus nombreux, mais des religieux en déclin. On voit que dans les églises, les prêtres sont de plus en plus vieux et puis que la relève tarde un petit peu. Donc on a besoin de jeunes et je pense que ça va être un gros chantier pour lui. Pour attirer, le souverain pontife choisira-t-il la rupture ou la continuité avec l'héritage de François? Son prédécesseur a ouvert de nombreuses portes. La place des femmes à des postes clés, mais aussi l'implication de l'ensemble des acteurs de l'Église à tous les niveaux, avec plus d'horizontalité. Dans l'héritage de François, il y a un point qui est un peu un exploit qu'il avait réussi et qu'aucun pape n'avait osé faire avant lui, c'est consulter l'ensemble du peuple de Dieu. Ce qui, dans l'Église, concerne tout le monde, doit être décidé en concertation avec tout le monde. La base catholique du monde entier ne comprendrait pas que pendant un temps, on lui a demandé son avis et maintenant, on n'en a plus rien à faire. Mais plus qu'un meneur pour les catholiques, le pape est un chef d'État, une voix forte dans un contexte international extrêmement tendu. Le nouveau pape devra dialoguer avec les grands de ce monde, un chef d'État sur le plan diplomatique, mais aussi économique. Les finances du plus petit pays au monde sont dans le rouge. Le pape François avait commencé à les assainir. Pour les scandales qu'il y a eu ces derniers temps à Rome, mais aussi au sein du Vatican, je vous demande pardon. En revêtant son habit blanc, le nouveau pape doit à son tour choisir son propre style, celui qui imprimera toute la durée de son pontificat.
Les cardinaux ont donc choisi un Américain. Pour la première fois de l'histoire, près d'un quart des Américains se disent catholiques. Un poids de l'Église renforcé par l'immigration latino-américaine. Comment la nomination d'un pape américain est-elle accueillie outre-Atlantique? Caroline Mott. La nationalité du nouveau pape enflamme toutes les chaînes américaines. Les journalistes de CNN en direct de Rome peinent à y croire. C'est un moment historique. Il est le premier pape américain. Il a parlé d'être un missionnaire et d'une église unifiée. Sur la place Saint-Pierre, quelques drapeaux américains flottent. Ces étudiants se réjouissent. Ils n'en reviennent pas que ce pape né à Chicago soit élu sous leurs yeux. C'est fou, c'est une expérience incroyable. Il se trouve qu'on est là parce qu'on étudie un semestre à Rome et on va repartir lundi et on a la chance de vivre ce conclave. Je suis submergée d'émotions. On a entendu les cris à l'extérieur. J'ai regardé au balcon, je me suis dit « Oh mon Dieu, je ne peux pas y croire ». Sur son réseau social, le président américain Donald Trump a réagi. Félicitations au cardinal Robert Francis Prévost qui vient d'être nommé pape. C'est un immense honneur de savoir qu'il est le premier pape américain. Quelle excitation et quel grand honneur pour notre pays. J'ai hâte de rencontrer le pape Léon XIV. Ce sera un moment très significatif. Ce premier pape américain a aussi des racines européennes. Il est issu d'une famille d'ascendance française, italienne et espagnole. Et on retrouve notre correspondant Franck Genozo à Washington. Franck, on se souvient que Donald Trump s'était rendu aux obsèques du pape François. Ce soir, il n'a pas tardé à saluer l'élection de Léon XIV, l'Américain. Oui, Donald Trump qui a paru enthousiaste dans son premier message de félicitations à l'attention de Léon XIV. C'est un grand honneur pour le pays, a-t-il dit. J'ai hâte de le rencontrer. Ce sera un moment important. Quelles seront les relations entre les deux hommes? Ce sera sans doute un des enjeux du début du pontificat de Léon XIV. Léon XIV qui était un proche du pape François. Et on se souvient que le pape François avait été particulièrement critique vis-à-vis du président américain. Les deux hommes avaient par la suite entretenu des relations glaciales. Alors les premières prises de parole de Léon XIV seront évidemment particulièrement suivies et scrutées ici aux États-Unis. Merci Franck. Un nouveau pape est élu, mais également un nouveau chef d'État. On écoute les réactions à travers le monde rassemblées par Alexandra Lay. La nouvelle se répand partout dans le monde. En Espagne, aux Philippines, au Mexique ou encore en Israël. Les cloches sonnent joyeusement, annonçant le nouveau pape. Félicitations à l'Église catholique et au monde. À Londres, l'annonce de son nom, chef d'État et de gouvernement s'empresse de le féliciter. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez fait un souhait. Que votre pontificat contribue à renforcer le dialogue et la défense des droits de l'homme dans un monde qui a besoin d'espérance et d'unité. Sa vision influencera plus d'1 milliard de fidèles. Le nouveau chancelier allemand salue un pape qui donne ainsi orientation et espoir à des millions de croyants. Espoir de paix, la présidente de la Commission européenne souligne un pape qui inspire le monde par son engagement en faveur de la paix et du dialogue. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite enfin à son tour que le nouveau pape continue à soutenir moralement l'Ukraine. Et nous retrouvons à présent Anaïs Anquet qui se trouve en direct du parvis de Notre-Dame. Comment est accueillie l'élection du pape Léon XIV ? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait beaucoup d'émotions, voire de l'excitation ici devant Notre-Dame lorsque les cloches ont sonné pour célébrer et annoncer l'élection de ce nouveau pape. D'ailleurs, certains fidèles et certains touristes se trouvaient à l'intérieur de la cathédrale lorsque le prêtre qui célébrait sa traditionnelle messe du soir a interrompu la messe justement pour prononcer ces mots « Habemus Papam ». C'est ce qu'a pu vivre Anne-Marie. Anne-Marie, bonjour. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque le prêtre a fait cette annonce ? Bon, on a été extrêmement surpris parce qu'on écoutait son homélie. Il y avait à peu près 2 minutes qu'il prêchait. Et puis tout d'un coup, il dit « Habemus Papam » en levant les bras au ciel. Et il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Ça a été absolument extraordinaire. Vous avez été surprise que ça se passe aussi vite, cette élection ? On pensait qu'elle serait peut-être demain, on ne savait pas, mais naturellement on n'avait pas de contact avec l'intérieur du conclave, mais c'est bien, c'est une bonne chose que ce soit passé déjà maintenant, voilà, c'est très bien, je suis très contente. Un souvenir inoubliable, j'imagine, pour vous qui avez beaucoup suivi ce conclave. J'ai beaucoup suivi le conclave et je m'intéressais beaucoup à l'élection du pape, et hier c'était mon anniversaire.
Et parmi les surprises, mes enfants m'ont dit « Maman, on t'emmène demain aller à la messe à Notre-Dame » parce que je n'étais pas allée encore. Ah, quelle surprise. Merci beaucoup Anne-Marie pour votre témoignage. Et ici, au-delà de la surprise d'avoir vécu ce moment très fort, tous nous disent avoir été également surpris par la nationalité de ce nouveau pape. Merci Anaïs. La nationalité, mais également le choix du nom. C'est un premier message fort d'un pape lorsqu'il est élu. François avait choisi le sien en hommage à Saint François d'Assise, en adéquation avec sa volonté d'être proche des pauvres. Le cardinal Prévost a choisi Léon XIV. Qu'est-ce que cela signifie? Agnès Giraud-Carlier et Fabienne Blévis. Il s'appelle Léon, 14e du nom. Pour chaque pape, se choisir un nom, c'est se choisir une identité. Il a commencé à y réfléchir quelques jours avant son élection, peut-être depuis très longtemps. Et puis quand il sent la pression qui monte dans le collège des cardinaux, que les voix commencent à devenir de plus en plus nombreuses, là, il est clair qu'il prend sa décision et il se demande quel message il va adresser par ce nom. Parce que le nom qu'un pape choisit, c'est un message immédiatement compréhensible. D'abord par les cardinaux, par l'Église et puis par le monde entier. Avec le prénom Léon, il s'inscrit dans la continuité du pape François. Et même du dernier Léon en date, Léon XIII, élu en 1878. Un homme aux côtés des pauvres, engagé sur les grandes questions sociales de son temps. Léon fait partie des prénoms de pape les plus choisis. Avec le prénom Clément, il arrive sur la 3e place du podium, derrière Grégoire et Benoît en 2e place, et Jean sur la plus haute marche. À Strasbourg et à Niort, les fidèles rencontrés saluent ce choix. C'est en référence à Léon XIII, donc, qui a été un grand pape. C'est lui qui a initié la doctrine sociale de l'Église. On attend beaucoup que cette Église soit ouverte aux pauvres, voilà, à tous. Ça aurait peut-être fait bizarre, effectivement, qu'il y ait un autre prénom autre que Léon, François. Tous ces prénoms qu'on entend pour les catholiques, mais moi j'aime bien. Adopter un nom de règne dès son élection n'est pas une loi de l'Église, mais une coutume qui date du Xe siècle. Et j'accueille à cette table nos invités. Jean-Pierre Denis, spécialiste du Vatican, qu'on vient de voir dans le sujet. Bonsoir. Frère Thierry Hubert, producteur de l'émission Le Jour du Seigneur. Bonsoir. Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue. Bonsoir. Nathalie Saint-Cric, qu'on ne présente plus évidemment sur cette chaîne. Alors d'abord, j'ai une question. L'élection du premier pape américain en seulement 4 tours de scrutin, est-ce que c'est une grosse surprise ? Moi, je trouve que la surprise, c'est la rapidité déjà. Parce qu'on s'attendait tous à ce que ça dure plus longtemps. Ils ne se connaissaient pas très bien, tous ces cardinaux. Et puis la deuxième semi-surprise, c'est que ce soit lui, effectivement, parce qu'il y avait d'autres favoris, même si presque tout le monde avait quand même mis sur ses listes que c'était un candidat possible, parce que c'est un candidat qui rassemble. Et je crois que l'Église, aujourd'hui, cherchait aussi un candidat qui rassemble, un candidat qui fasse l'unité de l'Église, après un pontificat de François qui avait suscité beaucoup d'enthousiasme et qui avait été un peu clivant au sein de l'Église. Et je crois que c'était vraiment un des meilleurs choix possibles pour rassembler les catholiques. Après, évidemment, l'action de la paix est majeure. C'est les premiers mots de ce pape. Et là, on est sur quelque chose qui est en totale phase avec l'actualité du monde, qui est tellement déchirée. Et d'avoir choisi un pape qui a toujours mis la paix, le dialogue, les ponts, dans son premier discours, les mots, c'est paix, pont, dialogue, amour. Ça a vraiment beaucoup de sens. Jean-Pierre Denis. Oui, le premier pape à avoir été confronté à cette question s'appelait Léon, Saint Léon le Grand. Et il a quand même repoussé Attila, excusez du peu. Alors, évidemment, on peut se demander qui est Attila aujourd'hui. On a tous notre petite idée sur la question. C'était en 452. Et c'est un pape pourtant chargé, pourtant lourd, pourtant, effectivement, où le monde est au bord de quelque chose de catastrophique. Ils ont vraiment fait un choix, je trouve, assez audacieux, en fait, en prenant un pape qui peut réconcilier. Il est aussi, je crois qu'il l'a dit, je suis aussi américain. C'était une façon de dire, je ne suis pas le pape des États-Unis. Il a parlé en espagnol parce qu'il a dit j'étais et votre évêque au Pérou. Il a des racines françaises, italiennes. Voilà, il a tout cela qui peut lui permettre justement de créer des ponts. Et même dans sa façon de s'habiller, on peut voir d'abord un petit retour en arrière parce qu'il a remis un vêtement traditionnel que François avait enlevé. Mais c'est aussi une façon de dire à ceux qui étaient un peu déstabilisés par le pape François, on va tous y aller ensemble. Enfin, en tout cas, je l'interprète comme ça.
Oui, on peut noter par rapport au pape François qui avait commencé par Buonasera et que cette spontanéité et cette familiarité qui avait touché tout le monde, on a là un pape a priori plus intellectuel qui a construit son discours et qui a cherché d'abord à saluer l'Église de Rome. Alors, comme quand il y a toutes les caméras du monde, ça fait peut-être un petit peu curieux, mais ça veut dire qu'il se situe dans la ligne que le pape, c'est d'abord l'évêque de Rome qui, avec tous les frères cardinaux, est dans un cadre de synodalité parce qu'il cherche à... Il a beaucoup travaillé cette question-là avec le pape François, eh bien, à donner une nouvelle image aussi du pape, qui n'est pas une superstar mondiale, mais qui est d'abord celui qui, comme évêque de Rome, eh bien, va aider l'ensemble de l'Église universelle eh bien, à bâtir ses ponts dans une société fracturée et mondialisée. Nathalie, c'est un pape moderne ? Alors, moi, je ne dirais pas exactement ça, quitte à déplaire à tout le monde. Il est une forme de modernité, effectivement, tout le monde l'a dit à propos, par rapport au pape François, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il devait être humble et qu'il devait siéger auprès des modestes, qu'il n'était pas un prince assis sur son trône, c'est-à-dire cette doctrine de l'Église. Par rapport à la curie, je parle toujours sous votre contrôle, c'est quelqu'un qui va faire un pont, qui va tendre la main, c'est-à-dire qui va moins brusquer la curie que ce qu'a pu faire ou tenter de faire le pape François. Enfin, sur les rapports de société, il est quand même classique. Alors c'est un pape, je ne m'attends pas à ce qu'il soit favorable au divorce, favorable à l'avortement. Simplement, il est contre... il accepte la communion des prêtres, la communion des couples qui ont été divorcés ou remariés. Sur le rôle des femmes, très classique, et même plus classique que le pape François. Les communautés homosexuelles également. On va vous entendre, même si vous n'êtes pas tous d'accord sur ce plateau, et c'est très bien, mais on va développer quelques autres titres de l'actualité avant de revenir sur cette information majeure qui est l'élection d'un pape américain et du pape Léon XIV. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne à un autre événement du jour. Ce sont les cérémonies de commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Ça fait 80 ans cette année que l'Allemagne a capitulé face aux Alliés. Emmanuel Macron a rendu hommage à tous ceux qui se sont battus pour la liberté. Nous avons recueilli le témoignage d'anciens résistants. Florence Mathieu. Devant le monument aux morts de Boulogne-sur-Mer, André Girins aujourd'hui se souvient de sa guerre. Quand il est entré en résistance pour défendre la France, il n'avait que 16 ans. Adolescent turbulent, c'est le curé de son village de Champagne qui lui propose de s'engager contre les Allemands. Je faisais pas mal de petits tours des farces aux anciens du village. Alors, il a dit, t'es un farceur, tu vas continuer à faire des farces, mais sur l'ennemi. 1943, il sème des clous sur les routes au passage des convois. Mais ce n'est qu'un an plus tard qu'il combat pour la première fois. Il rejoint le régiment des cuirassiers et découvre la réalité de la guerre. Je suis arrivé en Normandie, j'ai été accueilli par les résistants. Il y en a 2 qui ont été pris dans une rafle, martyrisés, torturés et tués. Alors je pense souvent à ces 2 copains. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. À 98 ans, cette distinction, il la reçoit avec émotion et livre un message aux jeunes générations. Ayez le bon réflexe, le courage, du courage. Intervenir dignement, c'est protéger nos valeurs. Vive la France! La Légion d'honneur, il y a un autre ancien combattant qui l'arbore depuis quelques mois, André Bon, 98 ans lui aussi. Oui, je suis fier d'avoir ça quand même. C'est un peu tard pour mon âge, évidemment, mais je suis fier quand même. C'est vous, là, sur la photo? Oui, c'est moi. Vous avez quel âge, là? 17. Trop jeune, André n'avait pas le droit de s'engager, mais il a insisté. Et la France avait besoin d'hommes. Alors, à l'hiver 44, à 17 ans, il part au front dans les Vosges. Sa première nuit, il ne l'a pas oubliée. Il pleuvait, des temps pourris. Il fallait faire son tour pour dormir la nuit. Et nos officiers disaient, attention, ne parlez pas. Les Allemands sont à 50, 60 mètres de nous. Alors, on est resté dans ce trou fugé, dans la neige, voilà. C'est bien. On n'y faisait pas attention, on était jeunes. Dans ses archives, il conserve précieusement ce courrier. Le courrier du général de Gaulle. De Gaulle, qui rend hommage à l'héroïsme d'André Bon et de son régiment. Ces anciens combattants qui se définissent comme passeurs de mémoire témoignent inlassablement, 80 ans après la fin de la guerre.
Dans l'actualité également, Paris aura l'occasion d'offrir la seconde victoire française de l'histoire en Ligue des champions de football. Le PSG s'est qualifié hier soir en battant le club anglais d'Arsenal dans un Parc des Princes en ébullition. Les supporters se sont ensuite dirigés vers les Champs-Élysées pour fêter la victoire. Mais ces festivités ont été émaillées d'incidents. 3 personnes ont été blessées, un adolescent est dans un état grave. Thomas Cuny, Luc Lacroix, Stéphane Lesny. Un soir de victoire et ils veulent le faire savoir. Des supporters parisiens expressifs avec des feux d'artifice jusque sur le périphérique et des chansons à la gloire de leur champion. Le PSG s'est imposé hier soir et a battu Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions. Dans les rues de la capitale, partout, la même explosion de joie. C'est la folie, putain, on est en finale. C'est incroyable, des émotions de fou. On est fiers d'être parisiens, on est content, on est en finale et puis voilà. Une finale à Munich qui opposera le club parisien à l'Inter Milan le 31 mai prochain. Des milliers de personnes ont célébré cette soirée dans les rues de la capitale, mais les festivités ont dégénéré. Alors qu'un automobiliste est cerné par la foule, il décide d'avancer et percute des supporters. Sous la voiture, plusieurs personnes sont coincées, provoquant la colère des passants. Le conducteur décide alors de passer en force, avant de prendre la fuite tout comme son passager et d'abandonner sa voiture. 3 personnes sont blessées, dont un mineur grièvement. Il a fauché tout le monde. Et moi, du coup, j'ai fait un salto, j'ai perdu mon téléphone, lui, il a perdu sa casquette. Et il y avait des gens en face de nous, ils se sont fait écraser les jambes. La nuit a été émaillée de violence et de mouvements de foule dans la capitale. Dans le quartier des Champs-Élysées, plusieurs véhicules ont été incendiés. Le mobilier urbain et des vitrines ont été cassés. Je suis un peu dégoûté, ça me fait un peu mal de voir que des gens qui n'ont rien demandé, des gens lambda, subissent alors que normalement c'est un moment de victoire, tout le monde doit être joyeux. La foule a été dispersée aux alentours de 3 h du matin. Au total, 44 personnes ont été placées en garde à vue. Donald Trump a annoncé avoir conclu un accord commercial total et complet, je cite, avec le Royaume-Uni. Londres a notamment obtenu de faire baisser les droits de douane sur ses voitures de 25 à 10% et s'est en retour engagé à acheter des Boeing. Les Européens, eux, se préparent à la guerre commerciale. Ils ont listé les produits américains qu'ils pourraient taxer, notamment les automobiles et les avions. Dorothée Lachaud, Thibaut Maillet et Augustin François-Poncet. Après avoir taxé leur Harley-Davidson et leur soja, l'Union européenne durcit le ton face aux États-Unis. Dans une longue liste de plus de 200 pages, elle détaille les centaines de produits qu'elle menace de taxer en cas d'échec des négociations. Fruits et légumes, bourbons, électroménagers, mais aussi leurs voitures et leurs avions, moteurs de l'économie américaine. Une stratégie pour peser dans ce bras de fer, selon cette experte. On sait que Donald Trump a plutôt tendance à appuyer sur les faibles et à en demander toujours plus. Et qu'on a intérêt du côté de l'Union européenne à afficher d'abord une unité importante des États membres et à montrer que l'on est prêt également à répondre en faisant mal. Donc oui, il s'agit de montrer une Union européenne qui est prête à montrer les muscles. Au total, 95 milliards d'euros de produits américains pourraient être taxés. Mais pendant que l'Europe se prépare, de son côté, le président américain avance avec d'autres partenaires commerciaux, comme le Premier ministre britannique. Devant les caméras au téléphone, les 2 dirigeants se sont félicités de l'accord qu'ils viennent de signer cet après-midi. C'est un jour fantastique et historique que nous pouvons annoncer. Cet accord prévoit des milliards de dollars en plus pour les exportations américaines, notamment l'agriculture, avec une augmentation considérable pour le bœuf américain. Du côté de l'Union européenne, les nouvelles sanctions annoncées ne sont pas effectives. Elles n'entreront en vigueur que si aucun accord n'était trouvé avec les États-Unis. Les 27 ont donc jusqu'au 9 juillet pour négocier. Depuis hier, l'Inde et le Pakistan s'affrontent dans le Cachemire et c'est sans doute la crise la plus grave entre les 2 pays depuis 20 ans. Aujourd'hui, ils se sont accusés mutuellement d'attaques de drones. Hier, lorsque l'Inde a déclenché son attaque, le Pakistan a assuré avoir abattu 5 avions, dont 3 Rafales. L'œil du 20h a voulu vérifier. Lisa Beaujour, Valentin Stocker et Marie Petitjean.
Un chasseur en flammes présenté comme un Rafale made in France. Des débris de moteur, là encore décrits comme des pièces du fleuron de l'industrie française. Et des tirs impressionnants. Depuis le début des affrontements entre l'Inde et le Pakistan, ces images circulent en boucle sur les réseaux sociaux. Prouvent-elles vraiment que des rafales ont été abattues par le Pakistan? L'œil du 20h les a passées au crible. C'était il y a 48 heures. L'Inde et le Pakistan se livrent de violents combats le long de leurs frontières du Cachemire. Au matin, l'armée pakistanaise se réjouit. 3 rafales indiens ont été abattus pendant la nuit. Une information aussitôt relayée par des comptes pakistanais, images à l'appui. Cet internaute a surmontré le Rafale sous les tirs nourris du Pakistan. Mais c'est complètement faux. Il s'agit d'un jeu vidéo créé par le studio Coffin Gaming. Ce compte nationaliste présente la carcasse d'un avion de chasse écrasé en flammes. Preuve, selon lui, que l'armée pakistanaise a su répondre à la menace indienne. En réalité, ce n'est pas un Rafale, et la vidéo est plus ancienne. On la retrouve en ligne dès le 28 avril. Alors, existe-t-il vraiment des preuves sur les réseaux sociaux que plusieurs avions vendus par la France ont été abattus? Nous nous sommes intéressés à ces 2 vidéos. Celle de gauche montre un missile, celle de droite, un moteur. Nous les avons faites analyser par Xavier Titelman, ancien aviateur militaire et consultant en aéronautique et en défense. Alors là, dans cette vidéo, on reconnaît parmi les débris ce qui semble rester d'un missile Mika. Or, le missile Mika, c'est ce qui va équiper à la fois les Mirage 2000 indiens et les Rafales indiens. Dans cette image-là, par contre, c'est clair, on est sur l'arrière du moteur d'un Rafale. Et évidemment, il est complètement éclaté. L'appareil a certainement été détruit, soit en vol, soit au sol après collision. Mais il n'y a pas de doute, on reconnaît les ailettes, on reconnaît les écrous, on reconnaît les formes. L'Inde a confirmé la perte de plusieurs avions, sans préciser s'il s'agissait de Rafale. Du côté des autorités françaises, le ministère des Armées n'a pas souhaité faire de commentaires. Si cette information était officiellement confirmée, ce serait en tout cas le premier Rafale à être abattu en vol, en situation de combat. Que s'est-il passé exactement? Nous avons posé la question au général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. L'avion, c'est une chose, mais il y a aussi l'ensemble du dispositif qui protège les avions qui attaquent. Or, probablement que l'ensemble de ce dispositif n'a pas été déployé parce que les Indiens pensaient qu'à partir de l'Inde, ils n'avaient pas à se méfier des armements antiaériens pakistanais. Contacté, Dassault n'a pas souhaité commenter cette affaire, qui intervient quelques jours après la signature avec l'Inde d'un second contrat record de 6,5 milliards d'euros. Et on revient à présent sur l'information du jour, l'élection du pape Léon XIV. Le cardinal américain Robert Francis Prévost, âgé de 69 ans, proche du pape François. La fumée blanche a jailli après 18 heures du toit de la chapelle Sixtine et le nouveau pape est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre 1 heure plus tard. Récit de Diane Schlinger, Raphaël Chapira et Lorenza Pensa. Quand il apparaît au balcon, peu connaissent son visage. Mais quand il salue la foule, tous scandent déjà son nom. Le pape Léon. Le cardinal Prévost devient Léon XIV. Et cet homme réputé discret peine lui-même à cacher son émotion. Il est le premier pape américain, né d'une mère espagnole, d'un père franco-italien. Et ses premiers mots sont pour le monde entier. Que la paix soit avec vous. Je voudrais que ce vœu de paix entre dans vos cœurs, atteigne toutes les familles partout sur terre. Que la paix soit avec vous. Dans son premier discours, le pape prend le soin de remercier son prédécesseur, comme pour s'inscrire dans sa continuité. Proche de François, missionnaire, il a soutenu ses réformes. Prône une église plus ouverte et reste modéré sur les questions sociétales. Les fidèles semblent déjà conquis. On est super contents. C'est comme la suite du pape François. Il est 18h08, quand du toit de la chapelle Sixtine s'échappe la fumée blanche. Comme une délivrance.
Une clameur immense monte de la place Saint-Pierre. Entre explosion de joie et émotion. Ça y est, un pape a été élu. Et avant même de le connaître, ses fidèles le célèbrent déjà. Vive le pape! Vive le pape! Je me sens heureux, tellement heureux. C'est un moment historique. Un nouveau pape! Un nouveau pape! Certains attendaient depuis des heures sous le soleil pour ce moment et peinent à y croire. C'est une blague? C'est bien une fumée blanche, on a un pape. L'ambiance c'est fou, les gens ont sauté. Dès que la fumée est apparue, tout le monde a sauté, a crié de joie, applaudi, les larmes aux yeux. Voilà. Les cloches sonnent pour confirmer la nouvelle au monde entier et surtout aux 1,4 milliard de catholiques. À Rome, la foule afflue, se presse pour être aux premières loges. Il n'a fallu que 25 heures et 4 votes aux cardinaux pour élire ce 267e pape. Tous se Normalement, réjouissent. c'est un bon pape, un pape où ils se sont décidés vite, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas si divisés que ça. C'est une bonne chose. Un consensus rapide annoncé par un cardinal français à 19h13 au fameux balcon. Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. À son nom, il faudra quelques secondes à la foule pour réagir. Car comme souvent, ce n'est pas un favori, mais un homme discret que les cardinaux ont choisi d'élire. Et on va entendre la réaction d'autres fidèles français rassemblés à Montpellier, Rennes, Paris, par Claire Vérove avec nos bureaux en région. Surprise ce soir lorsque ces catholiques apprennent l'identité de leur nouveau pape. L'heureux élu, c'est... Américain. Américain. Non. Nous étions pour le Marseillais. Le Marseillais. On ne sait plus son nom, mais bon, bah tant pis. Hein. Jusqu'à Paris, l'annonce a fait vibrer les cloches de Notre-Dame. Et à l'intérieur, les chœurs des catholiques français. On était dans la cathédrale. Oui, et tout ils le ont monde a applaudi. applaudi. Alors on a compris que c'était l'élection du pape. C'était assez rigolo en fait, parce que un peu de l'émotion. Moi j'étais avec ma cousine qui s'est mise à pleurer alors qu'elle n'est pas du tout catholique, voilà. Ils ont adapté, ils ont dit bah, finalement on va changer de messe. Habemus papam, on va changer de messe et on va accueillir cette bonne nouvelle. Voilà. Ils se sont mis rapidement d'accord sur un nom, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle je crois. Le nouveau pape est encore inconnu de ses fidèles de Montpellier, mais ils apprécient déjà sa proximité avec le pape François. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il va faire, je ne sais pas quelles sont ses idées. Mais quand on est catholique, on pense que le Saint-Esprit inspire les gens. C'est bien parce que ce qu'a initié le pape François, c'est très bien cette église en périphérie qui s'ouvre aux autres et qui est très proche des pauvres. Et je pense que le monde a besoin effectivement qu'on s'occupe aussi d'eux et j'espère qu'il va prendre la mission comme on lui demande. Les premiers jours de Léon XIV seront très attendus par les millions de catholiques français. Que la paix soit avec vous, ce sont les premiers mots du pape Léon XIV, des mots simples que prononcent les prêtres à chaque messe dans toutes les églises du monde. Je vous propose d'écouter un extrait du discours de Léon XIV. C'est la paix du Christ ressuscité, une paix sans armes et désarmante, humble et persévérante. Elle nous vient de Dieu qui nous aime tous inconditionnellement. Dieu nous aime tous et le mal ne prévaudra pas. Nous sommes tous entre les mains de Dieu. Aidez-vous les uns les autres à construire les ponts par le dialogue, la rencontre, par l'union, en devenant un seul peuple toujours en paix. À vous tous, frères et sœurs, de Rome, d'Italie, du monde entier,
Nous voulons être une Église synodale qui avance, une Église qui recherche toujours la paix, qui recherche toujours la charité et qui veut être près de ceux qui souffrent. Et nous allons repartir à Rome, retrouver Raphaël Chapira, qui est en direct de la place Saint-Pierre et qui est en compagnie de l'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget. Oui, bonsoir, rebonsoir Anne-Sophie, bonsoir. Monseigneur, vous avez écouté le premier discours de Léon XIV. Quelle impression est-ce qu'il vous a fait? D'abord, c'est une très grande joie, une très grande émotion d'être présent à Rome avec des pèlerins par hasard en ce jour. Et au milieu d'une joie incroyable, vraiment une atmosphère de folie, si j'ose dire, quoique très paisible en même temps, d'accueillir ce nouveau pape. Alors moi, je suis très très heureux d'un pape Léon XIV. Je rêvais d'un pape qui s'appellerait Léon XIV, à la fois comme Léon XIII, le grand pape de la doctrine sociale de l'Église à la fin du XIXe siècle, et puis comme Léon le grand pape de l'unité de tous les chrétiens dans la foi au milieu du 5e siècle, au milieu d'un monde déstructuré comme celui que nous connaissons aujourd'hui. Et puis j'ai trouvé magnifique cette amorce, ces premiers mots du pape Léon, la paix du Christ ressuscité. À la fois la paix du Christ, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour les croyants, et la paix du Christ ressuscité offerte au monde entier, avec cette très belle formule digne du fils de Saint-Augustin qu'il est, de la paix désarmée, de la paix désarmante. Voilà un premier message magnifique. J'ai été très touché aussi qu'il choisisse de nous faire prier tous ensemble, simplement, le Je vous salue Marie. C'est un jour de grande joie pour l'Église et pour le monde, je crois. C'est un premier pape américain dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors d'abord, ça reste un pape non européen, et donc c'est une ouverture très grande de l'Église catholique qui continue de s'affirmer. Et après, c'est un homme de l'Amérique du Nord, ayant été missionnaire dans l'Amérique du Sud. Il a été évêque au Pérou. Donc c'est aussi un homme du Nord et du Sud en même temps. Et ça me semble très important aussi pour le message de solidarité, de paix que l'Église est appelée à porter. C'est aussi un homme très formé intellectuellement, qui a beaucoup étudié Saint-Augustin. Il est membre de l'ordre des religieux de Saint-Augustin. Et je pense que l'alliance de l'expérience missionnaire, de l'enracinement théologique et spirituel, et puis de l'appartenance culturelle multiple, c'est vraiment quelque chose de très beau et très prometteur pour l'Église. Merci Monseigneur, merci beaucoup. Encore beaucoup de monde ici sur la place Saint-Pierre qui se vide lentement. Les gens ont l'air quand même très heureux d'être ici encore. Merci beaucoup à vous, Jean-Pierre Denis. Je ne sais pas si vous rêviez vous aussi d'un pape Léon, mais il y a eu un Léon français. Oui, il faut quand même consoler les Français qui sont un peu déçus parce que, j'allais dire, Marseille a perdu le match. Mais il y a un lot de consolation. Oui, il y a eu un Léon IX il y a exactement 1000 ans. Alors, il y a un petit débat pour savoir s'il était d'Alsace ou de Lorraine. Je me garderais bien de rentrer dans la controverse sur son lieu de naissance. Mais quand même, il y a une filiation avec ce Léon, même si, évidemment, c'est surtout à Léon XIII qu'on pense et à Saint Léon le Grand, Léon Ier. Que certainement le nouveau pape a pensé. Annoncé. Sur son discours, c'était un discours très écrit, disait-on sur ce plateau. Oui, tout à fait, avec cette référence, pardon, excusez-moi, avec Saint-Augustin, puisque c'est un fils de Saint-Augustin, et que Saint-Augustin, c'est l'usage de la langue avec toutes ses subtilités et qui permet tout d'un coup d'être dans la nuance. Quand on disait que du pape François qu'il était clivant par ses punchlines qui pouvaient exclure alors qu'il cherchait plutôt à provoquer, je pense qu'on aura affaire à quelqu'un qui développera une pensée beaucoup plus nuancée et du coup qui permettra sans doute d'être écouté et d'avoir du coup une disposition plus agréable aussi pour beaucoup de gens. Alors, le pape François a créé des cardinaux partout dans le monde. Il voulait cela, qu'ils viennent de tous les continents. Il a notamment créé le cardinal Prévost, qui remporte donc cette élection. C'est une sorte de victoire posthume de François. En tout cas, il est vraiment un fils spirituel de François, donc il y a une continuité qui est évidente. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités de cœur, qui est réputé comme extrêmement à l'écoute des autres, tolérant, modeste.
Et en même temps, on dit c'est un premier pape américain. On a vu que Donald Trump se réjouissait de son élection, mais il va vite déchanter parce que c'est un pape qui est à l'opposé du nationalisme America First de Donald Trump. La Repubblica, qui est ce grand journal italien, disait c'est le moins américain des évêques américains parce qu'il a un côté justement où il est dans l'ouverture sur le monde. Donc toutes les mesures protectionnistes de Donald Trump, le mur qui fait construire avec la frontière mexicaine, ça va être des points de divergence extrêmement forts entre ces deux personnalités. Et je ne serais pas étonné, on verra bien, qu'un des premiers voyages qu'il risque de faire peut être à la frontière américaine et mexicaine et ce sera chargé de sens. Il ira provoquer Donald Trump à cette frontière ? Ça ressemblerait un peu à... Il avait été relativement étonnant de voir le pape François aussi se rendre à Lampedusa, ce qui était sa première destination. C'est vrai qu'elle a forcément une fonction symbolique. C'est vrai qu'il a été... en poste, j'allais dire, il a été au Pérou pendant un certain temps et qu'il a une sensibilité à ce que peut être migrant. On verra, mais parce qu'il a quand même, il est effectivement nuancé et il a effectivement 4 dossiers qui sont terribles. Je ne parle pas des finances du Vatican dont vous nous dites que c'est éventuellement surtout des problèmes de trésorerie. La situation les retraites ne sont pas financées. Exactement, il y en a un déficit. Peut-être que François Bayrou pourra en parler avec lui. L'histoire de la baisse des vocations, quand même, qui est quelque chose qui est préoccupant, surtout dans un certain nombre d'endroits. Ensuite, le rôle des femmes. Alors, je ne suis pas obsédée, mais c'est vrai que sur la possibilité des femmes devenant diacres, ça, c'est une porte qui est fermée. Donc, on verra. Et les abus sexuels, qui est quand même un des dossiers qui empoisonne l'Église depuis une bonne dizaine d'années et abus auquel il a été confronté à Chicago et dont on dit qu'il a été sur une position au début en non 2000 pas tolérante, et après une autre, mais de dire pas de la vigueur d'une condamnation qu'on aura aujourd'hui, mais qu'on n'avait pas forcément à l'époque. Il y aura certainement une petite polémique autour de ça. Je dirais qu'il y en aurait eu de toute manière autour de n'importe quelle élection. On pense qu'il a plutôt bien géré les choses, effectivement, pour quelqu'un de sa génération, mais il faut attendre. Mais moi, je vois plutôt un homme qui est les pieds dans la boue, parce que c'est pas un apparatchik, c'est pas un homme de bureau. Actuellement, oui, il a un emploi de bureau, c'est lui qui sélectionne les évêques pour le monde entier. Donc c'est quand même assez stratégique. C'est pour ça que François l'a fait venir. Oui, mais François l'a repéré pas pour ça, il l'a repéré parce qu'au Pérou, il avait été dans des situations extrêmement difficiles, climat politique extrêmement tendu, crise politique majeure, pauvreté. C'est du Pérou, c'est d'Amérique latine que partent aussi tous les migrants que Donald Trump veut arrêter à sa frontière. Donc il connaît la situation par les deux bouts, du point de vue américain et du point de vue latino-américain, et je dirais par 3, du point de vue romain. C'est un atout énorme. Alors, on va justement partir aux États-Unis. Ce nouveau pape est né à Chicago. C'est donc le premier pape américain de l'histoire. On va écouter les réactions aux États-Unis, y compris celle de Donald Trump, réaction rassemblée par Caroline Motte. La nationalité du nouveau pape enflamme toutes les chaînes américaines et ces journalistes de CNN en direct de Rome peinent à y croire. C'est un moment historique. Il est le premier pape américain. Il a parlé d'être un missionnaire et d'une église unifiée. Sur la place Saint-Pierre, quelques drapeaux américains flottent. Ces étudiants se réjouissent. Ils n'en reviennent pas que ce pape né à Chicago soit élu sous leurs yeux. C'est fou, c'est une expérience incroyable. Il se trouve qu'on est là parce qu'on étudie un semestre à Rome, on repart lundi, et on a la chance de vivre ce conclave. Je suis submergée d'émotions. On a entendu les cris à l'extérieur et je regardais au balcon et je me suis dit, oh mon Dieu, je ne peux pas y croire. À Washington, ces Américaines se félicitent, mais s'interrogent aussi. C'est super, j'espère qu'il va mettre fin à certaines dérives, renouer avec les valeurs morales et combattre le manque d'humanité de notre pays. La perception des Américains dans le monde, je ne suis pas sûre qu'elle soit très bonne, alors je suis surprise. Sur son réseau social, le président américain Donald Trump a réagi. Félicitations au cardinal Robert Francis Prévost qui vient d'être nommé pape. C'est un immense honneur de savoir qu'il est le premier pape américain. Quelle excitation et quel grand honneur pour notre pays. J'ai hâte de rencontrer le pape Léon XIV, ce sera un moment très significatif. Les cloches ont retenti partout dans le monde pour ce nouveau pape américain qui a également des racines européennes. Et on retrouve Franck Genozo en direct de Washington. Cette nomination a bien entendu surpris le monde et surpris les États-Unis.
Oui, il y avait une forme tout à l'heure d'incrédulité à l'antenne des chaînes de télévision américaines quand le nom de Léon XIV a retenti. Personne ici, ou presque, ne s'y attendait. Et une jeune femme que nous avons interrogée tout à l'heure et qui était originaire de Chicago avait même les larmes aux yeux quand nous lui avons appris la nouvelle. Ça n'est pas ici une personnalité connue des Américains, une personnalité de premier plan. Et c'est en partie lié à son parcours puisqu'il a passé plusieurs décennies en Amérique du Sud et notamment au Pérou. Au passage, il a également la nationalité péruvienne. À Rome, dans les coulisses du Vatican, on le surnommait même le Yankee latino. Alors, à qui parlera-t-il ici aux États-Unis? Peut-être justement à ses concitoyens américains d'origine sud-américaine qui avaient voté majoritairement pour Donald Trump en novembre dernier. Merci Franck. Alors, comment le Yankee latino a réussi à s'imposer au milieu des cardinaux? Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer lors de ce conclave? Moi, je peux vous dire ce que m'a confié un cardinal avant d'entrer au conclave. Il m'a dit, on ne se connaît pas, et puis tout d'un coup, il y a une forme d'évidence, alors qu'il dépasse nos calculs politiques, idéologiques. On a un agenda, des priorités, on dit il faudrait que l'Église fasse comme ci, comme ça, et en fait, ils se rencontrent autour d'un homme. Mais ce même cardinal m'a dit, mais ça ne vient jamais de nulle part non plus. Et effectivement, quand on regarde un peu plus près, il a été évêque au Pérou, donc il connaît tous les évêques d'Amérique latine. Il est missionnaire, il est d'une congrégation religieuse, donc il connaît des évêques dans le monde entier. Il est américain, donc tous les cardinaux américains le connaissent. Il est à Rome, chargé de la nomination des évêques, donc tous les cardinaux du monde défilent dans son bureau pour discuter de qui on va bien pouvoir nommer dans les différents diocèses les plus reculés du monde. Donc il ne sort pas de nulle part, non. Oui, parce qu'il y avait des noms de Romains qui circulaient, d'Italiens. Et en fait, lui, il coche toutes les cases. À la fois des Romains, puisqu'il était au Vatican, et à la fois, il fait partie du reste du monde. Tout à fait. Et puis, je pense que ce qui a joué beaucoup, c'est sa personnalité. On oublie cette dimension-là, mais qui est très importante. Et je crois que beaucoup de cardinaux avaient envie de quelqu'un d'apaisant. Tous les qualificatifs qui reviennent tout le temps, c'est il est gentil, il est bon, il est doux, il est à l'écoute, il est humble. Et je crois que ça a beaucoup joué aussi dans cette élection. Donc on va oublier les punchlines avec le pape Léon XIV? Eh bien, en tout cas, peut-être que ce sera aussi ces punchlines seront peut-être des gestes très forts. Quand il dit avec vous, je suis chrétien, pour vous, je serai évêque, ce qui désacralise ou démondialise un petit peu cette idée qu'on peut avoir sur le pape. Je pense qu'il pourra poser des gestes qui seront extrêmement signifiants de cette humilité qu'il désire porter dans sa charge. L'humilité, mais on a vu tout de suite que le style vestimentaire, c'est un message aussi envoyé. On se souvient de cette image du pape François tout de blanc vêtu qui avait abandonné donc cet apparat. C'est-à-dire que c'est peut-être pour réconcilier la modernité. Je me mets à parler comme si j'étais en chair. Pour réconcilier la modernité et la tradition. C'est-à-dire il a pris le vêtement de la tradition et la modernité. Plus sérieusement, les deux choses, à mon avis, qui seront intéressantes, c'est de voir sa position sur la guerre en Ukraine. Parce que le pape François condamnait toute la guerre. Tous les papes sont pacifistes, c'est assez logique. Mais il avait eu un rapprochement avec l'Église orthodoxe, et notamment, je ne sais pas comment on l'appelle, Monseigneur Kirilli, qui était de considérer que l'Ukraine n'était pas l'agressée, et d'être, en gros, on lui avait trouvé trop de bienveillance vis-à-vis des Russes. Ça, c'est le premier sujet. Sera-t-il dans la même ligne? Et par ailleurs, à côté de ça, sur le conflit au Proche-Orient. Ça aussi, c'est très important. Quelle approche aura-t-il? Est-ce qu'une approche plutôt plus bienveillante avec le monde arabe que par le passé, ou un peu plus rééquilibrée? On va retrouver Anaïs Anquet qui se trouve sur le parvis de Notre-Dame de Paris, qui tout à l'heure était aux côtés d'une fidèle extrêmement enthousiaste, et à présent également. Oui, parce que les fidèles continuent d'arriver ici devant Notre-Dame, des fidèles qui ont envie d'être ensemble devant ce lieu symbolique pour vivre réunis ce moment historique, l'élection d'un nouveau pape. C'est le choix qu'a fait Elisa. Elisa, bonsoir, vous êtes originaire de Marseille, en vacances à Paris. Quand vous avez entendu Habemus Papam, vous êtes dit, il faut que je vienne devant Notre-Dame. Oui, c'est tout à fait ça. De passage à Paris là, cette semaine, quand on a entendu tout à l'heure la nouvelle, on est venu à Notre-Dame exprès pour ce moment historique, sachant qu'on l'a vu à Marseille en plus il y a quelques années. Donc c'était un moment important pour moi, en tout cas. Vous êtes marseillaise, vous l'avez vu, vous avez assisté à une messe. Alors forcément, j'imagine que vous avez suivi de près ce conclave et vous avez forcément des espérances en ce qui concerne ce nouveau pape.
Alors j'espère qu'il va rester sur la continuité de l'ancien pape et qu'il va rester à proximité de ses fidèles, comme ce qui s'était passé à Marseille avec cette image émouvante lorsqu'il avait pris ce nouveau-né dans les bras. Donc voilà, qu'on reste sur cette belle continuité avec ce Léon 19, pardon. Léon 14. 14, pardon, désolé. D'ailleurs, c'est assez important pour vous aussi ce nom. Oui, tout à fait, puisque j'ai ma petite sœur qui s'appelle Léona, donc qui est la version féminine de Léon. C'est pour ça que c'est un moment important aussi. Merci beaucoup Elisa d'être avec nous ce soir. Comme elle, beaucoup de pratiquants, je vous le disais, continuent d'arriver ici devant la cathédrale et rentrent à l'intérieur. Pour certains, nous ont-ils dit, déposer un cierge en honneur de ce nouveau pape. Merci Anaïs Anquet. Je disais tout à l'heure qu'on commence à faire connaissance avec ce pape. Et Jean-Pierre Denis, vous nous disiez que c'est un scientifique. Et oui, c'est même un matheux. C'est son premier diplôme. Il a étudié les mathématiques. Alors, on pourrait dire en souriant, mais c'est très sérieux, que ça lui sera utile vu l'état des finances du Vatican. Oui. C'est pas un pape à qui on pourra raconter n'importe quoi sur ce sujet. Et pourtant, on a tendance à raconter beaucoup de choses pour dire au pape, au fond, passer, c'est pas très important. Mais il y a un enjeu qui est, je pense, aussi et beaucoup plus important, c'est l'enjeu du dialogue entre la science et la foi. Au moment de l'intelligence artificielle, avoir un pape qui, peut-être pour la première fois, va comprendre à peu près de quoi on parle, sur le plan théologique, culturel, scientifique, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il va y avoir des très très belles rencontres autour des scientifiques avec lui. Un matheux, mais qui parle plusieurs langues. Oui, mais ça fait partie des choses incontournables pour être pape. Hein. C'est peut-être une des choses qui aurait nui à notre cardinal marseillais. Il ne parlait pas italien, c'est ça ? Pas bien l'italien. Ah oui, ça c'est... Donc effectivement, polyglotte, mais plus que ça. C'est ce que disait Jean-Pierre Denis, le fait qu'il ait connu tous les évêques du monde entier. Il y avait 70 nationalités présentes au conclave, c'est énorme. Et donc il a une vraie connaissance du monde, il a beaucoup voyagé. C'est quelqu'un qui va être, je pense, un pape mondialiste et qui ne va pas effectivement s'intéresser plus à tel pays ou tel continent et qui va chercher à toucher le cœur de tous les humains. Ça n'a pas été une surprise, ça justement, 70 nationalités, la plupart des cardinaux ne s'étaient jamais rencontrés et en 24 heures, ils trouvent un pape. Oui, mais on a bien vu déjà à travers les images, en dehors même de la Sixtine, combien, toute la liturgie catholique permet tout d'un coup de créer une sorte de super mayonnaise, si j'ose dire, qui vient tout d'un coup cristalliser et permettre à l'ensemble des cardinaux de former un seul corps et de se dire, quelle est la tête qu'on va pouvoir avoir parmi nous. Et je pense que c'est vraiment dans cette scénographie, dans cette théâtralité de la liturgie catholique, qu'il y a quelque chose qui favorise cette rapide distinction de l'un parmi l'ensemble. Ils se sont bien rencontrés plusieurs jours avant là. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne sont pas renfermés et puis tout d'un coup, ils arrivent. Il y a le conclave, on les renferme de nouveau et puis ils discutent. Ça a discuté pendant une semaine. D'un certain point de vue, je dirais que nos hommes politiques pourraient très bien s'inspirer de nos méthodes. Mieux de abandonner la démocratie, le vote des citoyens. Enfin, on a dit que François décidait beaucoup seul. Donc la démocratie, c'est pas toujours... Tout à fait. Moi, je ne serais pas étonné qu'une de ses premières mesures dans la manière de gouverner l'Église, c'est de créer un collège de cardinaux qui gouvernent collectivement. Et ça, c'est sans doute une des attentes de beaucoup de cardinaux, c'est qu'il y ait un gouvernement plus collectif. On va retrouver une dernière fois Raphaël Chapira en direct de la place Saint-Pierre à Rome. Raphaël, qu'est-ce qu'il va se passer dans les prochains jours ? Alors, dès demain, Léon XIV célébrera la messe de clôture du conclave au sein de la chapelle Sixtine avec l'ensemble des cardinaux électeurs. Et puis ensuite, il va devoir choisir son lieu de résidence. Ça aussi, ça va être un signe intéressant à observer. Est-ce qu'il va renouer avec la tradition et reprendre possession des appartements pontificaux sur la place Saint-Pierre ou adopter la résidence Sainte-Marthe comme l'avait fait François avant lui? Ensuite, il va bien sûr composer son gouvernement, choisir ses collaborateurs. Bien sûr, le prochain temps fort, c'est sans doute dimanche prochain, l'Angélus ici même sur la place Saint-Pierre, en attendant de connaître la date de la messe d'inauguration de son pontificat. Merci Raphaël. Voilà pour ce journal consacré en grande partie à l'élection du nouveau pape américain, donc d'origine le pape Léon XIV. Merci à vous tous. On va maintenant retrouver Stéphane Bern en direct de l'Arc de Triomphe. Bonsoir Stéphane, vous avez invité du beau monde ce soir pour un grand concert. Oui,
Absolument, Anne-Sophie. Je me trouve en effet au pied de l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile à Paris, où viennent de s'achever tout juste les cérémonies de commémoration de ce 8 mai 45. On va prolonger ce soir la fête avec un concert exceptionnel, le concert de la paix. J'aurai le plaisir, comme vous l'avez dit, d'accueillir de grands artistes venus de tous les horizons, la chanson française, la musique classique, lyrique. Je vous donne quelques noms: Calogero, Renaud Capuçon, la soprano Julie Fuchs, et puis le trompettiste Ibrahim Malouf, Nana Mouskouri, Angélique Kidjo, Pene Patti, le ténor, Olivia Ruiz et tant d'autres, et la comédienne Elsa Zilberstein. Eh bien, ils vont tous chanter pour porter un message de paix et de fraternité. Alors, restez avec nous sur France 2. Je vous retrouve donc dans quelques instants. Merci Stéphane. Le concert de la paix, cette circonstance, et il sera suivi de la nuit de la paix, présentée par Julien Bugier avec Nathalie Saint-Cric et Étienne Lénard. Demain à 6h30, Télématin, Sophie Le Saint et Damien Thévenot. À 13h, Julien Bugier. Et lundi, à 20h, vous retrouverez Julien Arnaud. Moi, je serai à Cannes. Je vous retrouverai également à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes. Bonne soirée.